Tout d'abord, merci à Véronique et Olivier de m'avoir invité ici. Alors, ces lieux, ils sont très particuliers pour moi, puisqu'en fait, j'ai été étudiant à l'UBS. J'étais en licence à l'UBS comme vous. J'ai fait ma thèse dans le bâtiment juste à côté. Et la dernière fois que je me tenais ici, c'était pour soutenir ma thèse il y a 15 ans. Le temps passe. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis maître de conférence à l'Université de Bordeaux, dans l'Institut CBMN, et je travaille sur la réparation membranaire du muscle squelettique. Je vais vous présenter le contexte et les objectifs de ce travail, de cette étude, mais je vais également vous présenter les approches méthodologiques qu'on met en place pour cette étude, notamment par microscopie corrélative, qui combine microscopie de fluorescence et microscopie électronique. C'est ce que signifie cet acronyme de CLEM. Alors, tout d'abord, quand on parle de réparation membranaire, en fait, on fait référence à la réparation de la membrane plasmique, c'est-à-dire la membrane qui entoure chacune de nos cellules. Dans ce contexte, dans ce domaine, s'il y a un homme important à citer, c'est Paul McNeil, de l'Université de Géorgie, dont les travaux qui ont débuté dans les années 90 ont vraiment été essentiels dans notre connaissance actuelle de la machinerie de réparation membranaire. Alors, il a montré que la rupture de la membrane plasmique, c'est un événement physiologique qui va intervenir dans des cellules qui sont soumises à des contraintes mécaniques importantes. Alors, lesquelles? Les cellules musculaires, par exemple, qui subissent des contraintes mécaniques liées à la contraction musculaire. Il y a aussi les cellules épithéliales. Si on prend l'exemple des cellules de l'épithélium du tube digestif, ces cellules subissent des contraintes mécaniques importantes liées au passage du bol alimentaire. Il y a également les cellules endothéliales, donc qui tapissent les capillaires sanguins. Ces cellules subissent des contraintes mécaniques liées au flux sanguin. Donc ces cellules subissent des contraintes mécaniques importantes qui peuvent conduire de façon physiologique à une rupture de la membrane plasmique. Et on sait également que ces cellules sont capables tout à fait de réparer ces ruptures de la membrane plasmique de façon physiologique. Alors la machinerie de réparation membranaire, donc la réparation membranaire, est un processus actif, calcium dépendant. En absence de calcium, il n'y aura jamais de réparation de la membrane plasmique. La machinerie est composée de certaines protéines, telles que la dysferline, la protéine MG53 et certaines annexines. Et on verra l'exemple de l'annexine A5 tout à l'heure. Alors on sait malheureusement qu'un défaut de cette machinerie de réparation membranaire va conduire, alors associé par exemple à des anomalies génétiques de la dysferline. Donc une anomalie de cette machinerie va conduire au développement de maladies neurodégénératives telles que certaines dystrophies musculaires, notamment les dystrophies musculaires des ceintures. Donc tout l'enjeu, c'est de comprendre comment fonctionne cette machinerie dans des cellules saines pour comprendre ensuite quelles sont les dérégulations dans des cellules dystrophiques. Alors, je vais commencer par vous présenter les méthodes que nous mettons en place pour étudier la réparation membranaire dans les cellules musculaires squelettiques. Vous allez voir finalement que ce que l'on fait, c'est qu'on construit du muscle, on casse le muscle et on regarde comment il se répare. Alors, ces méthodes et les résultats expérimentaux que je vais vous présenter, c'est le fruit des travaux de thèse de Romain Carmeil et de Coralie Croissant. Alors, tout d'abord, il faut savoir que c'est très difficile d'isoler et de cultiver des fibres musculaires physiologiques. Donc, on travaille sur des lignées cellulaires. Donc, les lignées cellulaires correspondent à des cellules qu'on a prélevées sur des patients sains et qu'on a modifiées génétiquement pour pouvoir les cultiver in vitro. Ces cellules, on peut notamment les congeler pour les stocker. Alors, cette lignée cellulaire humaine a été développée par l'équipe de Vincent Mouly au Centre de recherche de myologie à Paris. Ces cellules existent à l'état de myoblaste. Alors, vous avez ici un myoblaste. J'ai volontairement redessiné sa membrane plasmique. C'est une cellule mononucléée, donc vous avez son noyau ici qui est la masse centrale. Et ces cellules, lorsqu'on les place dans des conditions de culture adaptées, elles sont capables de se différencier, de fusionner, pour donner ces grandes cellules ici. Donc là encore, j'ai redessiné la membrane plasmique. Donc là, vous avez une seule cellule. On n'en voit qu'une partie, parce que c'est des cellules qui sont très très grandes, qui peuvent faire plusieurs millimètres. Ces cellules sont multinucléées. Cette masse ici est un ensemble de noyaux. On peut avoir jusqu'à 100 noyaux par myotube humain. Et ces myotubes sont de très bons modèles de fibres musculaires. Ce sont sur ces cellules que nous réalisons nos expériences. Alors, comment fait-on pour étudier la réparation membranaire? Déjà, il faut créer un dommage
de la membrane plasmique. Donc on va travailler sur des myotubes cultivés sur des lamelles de verre en présence d'un fluorophore, ici le FM143. Donc cette molécule est soluble et elle devient fluorescente lorsqu'elle va s'insérer dans les membranes, sans être capable de traverser la membrane plasmique. Donc sur une cellule intacte, comme ici, donc là vous avez un myotube et encore une fois on n'en voit qu'une partie, parce que la cellule est très grande. Sur un myotube intact, seule la membrane plasmique est marquée, donc vous avez un trait vert qui correspond à la membrane plasmique de part et d'autre du cytoplasme. Pour créer le dommage, on va irradier avec un laser dans le proche infrarouge la membrane plasmique sur une zone de 1 micron carré. Donc c'est représenté par ce petit carré blanc ici. Donc cette zone va être irradiée avec un laser. Alors si on grossit la zone et on regarde ce qui se passe pendant l'irradiation, on a 3 scans successifs qui sont réalisés. Ici, vous voyez la membrane plasmique, et vous voyez cette petite bulle qui va être créée au moment du second puis du troisième scan, qui correspond à la cassure, à la rupture de la membrane plasmique. On vérifie ensuite, après les 3 scans, qu'on a bien localement l'intensité de fluorescence qui augmente. Pourquoi elle augmente? Le FM143, la sonde, commence à rentrer dans la cellule par la rupture, s'insère dans les membranes intracellulaires, et donc l'intensité de fluorescence augmente. Après ces 3 scans, on va avoir 2 possibilités. Alors j'espère que ça va marcher. Ça marche. Première possibilité, la cellule ne se répare pas. Qu'est-ce qui se passe? La sonde, le FM143, rentre dans la cellule en continu. Et donc, on va avoir une augmentation de l'intensité de fluorescence en continu et importante dans la cellule. Deuxième cas de figure, la cellule se répare. Dans ce cas-là, dans les premiers temps, on a une augmentation de l'intensité de fluorescence qui est due à l'entrée de la sonde dans la cellule. Puis, l'évolution de l'intensité de fluorescence est stoppée grâce à la réparation de la membrane plasmique, qui stoppe l'entrée du FM143 dans la cellule. L'analyse se fait tout simplement en représentant l'intensité de fluorescence intracellulaire au cours du temps. Donc ici, lorsque la cellule se répare, eh bien, on a une augmentation de l'intensité, puis un plateau. Si la cellule ne se répare pas, on a une augmentation continue et forte de l'intensité de fluorescence. Alors l'exemple que j'ai pris ici vous montre qu'un myotube humain est capable de réparer un dommage membranaire induit par une irradiation laser, alors qu'un myoblaste n'est pas capable de le faire. Alors, nous avons développé également une approche méthodologique basée sur la microscopie corrélative, encore une fois, qui combine la microscopie de fluorescence et la microscopie électronique à transmission, qui nous permet de visualiser à haute résolution, en tout cas la résolution de la microscopie électronique à transmission, la distribution d'une protéine d'intérêt dans une fibre, dans un myotube endommagé. Donc vous avez ici un aperçu du protocole qui consiste à cultiver les cellules, endommager un myotube, faire un immunomarquage avec un anticorps qui est couplé à la fois à un fluorophore et une bidor, pour l'observation en microscopie de fluorescence et en microscopie électronique. Alors en fait, toute la difficulté de cette technique est de réussir à endommager un myotube parmi les dizaines de milliers qui sont présents dans le support de culture et à retrouver ce myotube au cours des différentes étapes de l'expérimentation, du protocole. Donc pour ça, on va utiliser un support particulier avec une lamelle quadrillée. Et dans ces quadrillages, vous voyez, il y a un code alphanumérique qui va nous permettre de repérer très facilement une cellule en particulier et de la suivre au cours des différentes étapes. Alors ces 2 approches nous ont permis de démontrer le rôle clé que va jouer l'annexine A5 dans la réparation membranaire du muscle squelettique humain. L'annexine A5, c'est une protéine qui appartient à la famille des annexines. Il y a 12 membres chez l'homme. Les annexines partagent la capacité de se lier aux membranes biologiques en présence de calcium à une condition que le calcium soit à une concentration proche du millimolaire. L'annexine A5, en plus, a la propriété, au moment où elle va se lier avec une membrane biologique, de s'auto-assembler. Alors c'est ce qu'on voit sur ce schéma. La liaison de l'annexine A5 va d'abord former des trimères, puis ces trimères vont s'auto-assembler pour former cette structure semi-cristalline qu'on a l'habitude de qualifier de réseau bidimensionnel. Alors on s'est longtemps demandé à quoi pouvait servir cette propriété structurale qui est tout à fait originale, sachant que dans la cellule où est présente l'annexine A5, la concentration en calcium est de l'ordre du micromolaire. Alors que
pour que cette structure se forme, il faut une concentration de l'ordre du millimolaire. On va avoir une explication. Alors, nous avons montré que l'annexine A5, ici par Western blot, est présente dans les cellules musculaires, aussi bien à l'état de myoblaste que myotube. Dans un myotube humain, l'annexine A5, donc c'est en blanc mais c'est de la fluorescence, l'annexine A5 est présente dans le cytosol des cellules. Donc elle est dans la cellule, en dehors du noyau, et elle est soluble dans la cellule, elle n'est pas confinée dans un organite particulier. Nous avons généré des myotubes déficients en annexine A5, donc ces myotubes n'expriment plus la protéine endogène, et nous avons montré que ces myotubes déficients en annexine A5 présentent un défaut majeur de la réparation membranaire, grâce au test par irradiation laser. Donc vous voyez ce résultat sur ces images. On retrouve ici la courbe pour ces myotubes déficients en annexine A5, avec la fluorescence intracellulaire qui augmente en continu, alors que pour les myotubes contrôle, on a un plateau. Nous avons montré ici que si on ajoute de l'annexine A5 exogène, on est capable de restaurer la réparation membranaire de ces myotubes déficients en annexine A5. En revanche, si on ajoute un mutant en annexine A5, une annexine A5 qui est toujours capable d'interagir avec les membranes, mais sans former ce réseau bidimensionnel, eh bien dans ce cas-là, les myotubes présentent toujours un défaut de la réparation membranaire. Autrement dit, l'annexine A5 joue un rôle clé dans la réparation membranaire du muscle squelettique par sa capacité à former des réseaux bidimensionnels. Alors, nous avons étudié la distribution de l'annexine A5 dans un myotube endommagé par notre approche de microscopie corrélative. Donc, encore une fois, on a endommagé ici, au niveau de la flèche, un myotube. On a fait un immunomarquage avec un anticorps couplé à un fluorophore et une bidor pour pouvoir faire l'observation ici en microscopie de fluorescence, puis ici en microscopie électronique. Là, vous avez deux coupes de microscopie électronique de la même zone. En microscopie de fluorescence, on observe ici au niveau de la flèche, vous voyez ce petit spot blanc, ça correspond à l'annexine A5. L'annexine A5 vient se localiser, se concentrer exactement sur la zone de rupture de la membrane plasmique. Lorsqu'on regarde cette zone en microscopie électronique, que voit-on? Au niveau de la rupture, on voit un ensemble de vésicules qui sont comme agrégées et qui semblent colmater la rupture. L'annexine A5, qu'on peut identifier par ces petites boules noires, qui sont en fait les particules d'or qui ont servi à marquer la protéine, l'annexine A5 est présente à la surface des vésicules et est présente également ici, on le voit également sur cette coupe, sur la membrane plasmique autour de la zone de rupture. Ces résultats, conjugués à ceux qu'on avait obtenus sur des cellules périvasculaires murines, sur des cellules placentaires humaines, nous ont permis de proposer le modèle suivant. Donc, ici, vous avez une membrane plasmique. Suite à un dommage membranaire, on a une entrée de calcium. Le calcium est à une concentration de millimolaire, de l'ordre du millimolaire, à l'extérieur de la cellule. Donc, le dommage membranaire entraîne une entrée de calcium dans la cellule qui va permettre la liaison de l'annexine A5 à la membrane plasmique. On le voit ici, vu du dessus. On peut imaginer que des réseaux bidimensionnels d'annexine A5 vont se former autour de la zone de rupture. Et ce réseau d'annexine A5 va permettre de rigidifier la membrane et éviter l'expansion de la rupture. Donc éviter la déchirure de la cellule pour permettre ensuite sa réparation. Le modèle de réparation le plus probable, c'est celui qu'a proposé Paul McNeil en 2000, qu'il a qualifié du patch lipidique. Ce processus est basé sur l'agrégation de vésicules intracellulaires qui vont former comme un gros patch lipidique, et ce patch lipidique va être recruté à l'endroit, au site de rupture membranaire. Et donc ainsi, il va colmater la rupture et permettre sa réparation. Nous avons observé de l'annexine A5 à la surface de ces vésicules. Elle pourrait participer à la formation de ce patch. Je remercie ici donc toute l'équipe qui travaille sur ce projet. Je remercie nos collaborateurs, les organismes qui nous soutiennent, et je vous remercie vous pour votre attention.